Bienvenue à tous et à toutes dans cette série de vidéos cours de thermodynamique 1. Cette vidéo est la numéro 6, mais rappelons tout d'abord un résumé de la précédente vidéo numéro 5. Lors de la capsule vidéo numéro 5, nous avons introduit quelques nouvelles définitions de la thermodynamique, chapitre 1, partie 1, partie A. Nous avons vu en l'occurrence les types de transformations réversibles, irréversibles, etc., ainsi que les différents diagrammes thermodynamiques type Clapeyron-Amaga. Dans cette vidéo numéro 6, nous développerons la notion essentielle de thermométrie. Alors, c'est quoi la thermométrie? C'est tout simplement le domaine de la physique qui concerne la mesure de la température étant un des concepts fondamentaux de la thermodynamique. L'histoire de la thermométrie lui est intimement liée. La physique statistique, à découvrir plus tard au semestre 5, montre que la température est la manifestation à l'échelle macroscopique du mouvement des atomes et molécules. Elle est d'ailleurs directement liée à l'énergie cinétique, at-taqa al-harakiya, moyenne des constituants microscopiques de la matière. En résumé, la température est la traduction macroscopique de l'énergie d'agitation thermique des molécules. Historiquement, comme pour la plupart des grandeurs, la température a été mesurée par une conséquence visible, en particulier le phénomène de la dilatation. Par exemple, la dilatation d'un solide, d'un liquide, d'un gaz, la résistance électrique d'un fil, etc. Ce sont tous des phénomènes physiques qui sont liés à la notion de température et qui permettent de mesurer celle-ci. On vient alors à la définition d'un thermomètre, mihrar. C'est un dispositif basé justement sur un phénomène physique dépendant de la température et convenablement gradué, qui sert à repérer la température d'un corps. Historiquement, c'est Fahrenheit, un physicien allemand, puis Anders Celsius, physicien suédois, qui, en 1742, imposèrent leur système à deux repères facilement identifiables. Rappelons tout d'abord la notion de principe zéro de la thermodynamique et la définition des points fixes. En général, lorsque deux objets sont mis en contact thermique, de la chaleur circule entre eux jusqu'à ce qu'ils s'équilibrent. Ça veut dire jusqu'à ce que leur température respective soit égale. Rappelons d'ailleurs que la chaleur circule spontanément du système le plus chaud vers le système le plus froid. Exemple, vous laissez un thermomètre dans une tasse de café. Lorsque les deux objets interagissent, le thermomètre devient plus chaud et le café se refroidit légèrement jusqu'à ce qu'ils entrent en équilibre thermique. On vient alors à la définition du premier principe, ou bien du principe zéro de la thermodynamique, schématiquement illustré de cette manière. Deux corps mis en contact tendent à acquérir un état d'équilibre thermique. Ils sont alors à la même température. Ici, dans le schéma de la figure, un corps A en équilibre thermique avec un corps C, un corps B en équilibre thermique avec le même corps C, alors automatiquement le corps A, ou bien le système A, est en équilibre thermique avec le système B. Ça veut dire qu'ils sont à la même température, ce qui se dit deux corps en équilibre thermique avec un troisième sont en équilibre thermique entre eux. Définissons maintenant la notion de point fixe. Ce sont des points correspondant à certaines conditions expérimentales que l'on peut facilement reproduire
et auquel on attribue arbitrairement une certaine valeur de température. Rappelons d'ailleurs que toutes les échelles de température possèdent des points fixes. Dès lors qu'on a défini les points fixes, on peut facilement construire un thermomètre en utilisant un phénomène physique dépendant de la température. Par exemple, la dilatation d'une tige. Les variations de longueur de la tige nécessitent bien sûr un étalonnage et une échelle de température. Exemple d'échelle, l'échelle Celsius, bien appelée aussi centigrade, est définie par deux points fixes que vous connaissez d'ailleurs. C'est le point 0 Celsius, ce point correspond à l'équilibre eau-glace, et le point 100, qui n'est rien d'autre que 100 degrés Celsius, c'est-à-dire le point correspondant à l'équilibre eau-vapeur d'eau. Et bien sûr, l'intervalle entre ces deux points fixes, 0 et 100, est divisé en 100 parties égales pour former une échelle. Mais là se pose le problème de la dilatation, puisque la dilatation dépend du matériau utilisé et ne peut constituer une échelle universelle. Pour mesurer la température, il existe plusieurs échelles, et on va se contenter de trois d'entre elles. La première, c'est l'échelle classique que vous connaissez, c'est l'échelle Celsius. Ces points fixes d'ailleurs, comme je viens d'annoncer tout à l'heure, sont le point de fusion de la glace à 0 degré C et le point d'ébullition de l'eau à 100 degrés sous pression atmosphérique. La deuxième échelle est celle de Fahrenheit. Ces points fixes sont la fusion de la glace, mais cette fois-ci à 32 degrés Fahrenheit, et le point d'ébullition de l'eau sous pression atmosphérique à 212 degrés Fahrenheit. La troisième échelle, la plus importante, qui va nous servir en thermodynamique, c'est ce qu'on appelle l'échelle thermodynamique ou bien l'échelle absolue. Cette échelle thermodynamique, elle possède la caractéristique d'avoir un seul point fixe, c'est ce qu'on appelle d'ailleurs le point triple de l'eau. Alors c'est quoi le point triple de l'eau? C'est tout simplement le point qui correspond à la valeur unique de T et de P à laquelle coexistent les trois états physiques de l'eau, c'est-à-dire l'état liquide, solide et vapeur. L'unité de cette échelle thermodynamique, c'est le Kelvin, noté K. Il faut noter d'ailleurs que le zéro absolu, lorsqu'on parle de zéro absolu, ça veut dire la valeur 0K. Cette valeur correspond à aucune agitation thermique des particules dans le système. Ça veut dire que toutes les particules du système sont figées. Schématiquement, le point triple correspond à la situation suivante. Donc si on prend un récipient qui contient de l'eau, alors si on constate que l'eau se trouve sous forme simultanée de glace, d'eau liquide et de vapeur, c'est exactement, ça veut dire qu'on est au point triple de l'eau. Et d'ailleurs, ce point se trouve à la température de 273,16 Kelvin et à la pression de 613,3 Pascal. Donc récapitulons, le point triple de l'eau correspond à la valeur unique de T à laquelle coexistent simultanément les trois états de la physique de l'eau, liquide, solide et vapeur. Il existe bien sûr des relations de passage entre les différentes échelles de température, entre l'échelle Kelvin et l'échelle Celsius. La relation est la suivante, la température en Kelvin, ce n'est rien d'autre que la température en Celsius, plus la valeur de 273,16. Ensuite, la température en Fahrenheit, c'est la température en Celsius multipliée par 9/5, auquel on ajoute la valeur, la constante 32. Le tableau suivant illustre
une comparaison des échelles de température Celsius, Fahrenheit et Kelvin. Rappelons par exemple que la valeur du zéro absolu, 0K, correspondrait à moins 273,15 Celsius. Rappelons également que dans l'échelle thermodynamique, il n'y a pas de valeur négative. Toutes les valeurs sont supérieures ou égales à 0. Le zéro d'ailleurs, le zéro absolu, 0K, est la température la plus basse qui puisse exister. Il correspond à la limite basse de l'échelle de température thermodynamique. En pratique, on atteint aujourd'hui couramment 0,21 Kelvin en faisant évaporer de l'hélium. Pour mesurer la température, les propriétés dépendantes de la température des matériaux peuvent être utilisées, notamment la modification de la résistance électrique, on appelle le thermomètre à résistance, le rayonnement électromagnétique émanant des corps brûlants, pyromètre à rayonnement, et la tension thermique, on appelle le thermocouple, qu'on va voir tout de suite. Donc, récapitulons, les méthodes de mesure varient selon la gamme de température. Le premier type de thermomètre, c'est ce qu'on appelle les thermomètres à résistance de platine. Ils sont adaptés au domaine moins 193 Celsius à 650 Celsius. Alors, ce type de thermomètre est basé sur le fait que la résistance électrique du platine varie selon la température, comme illustré sur la courbe ci-contre, où on a représenté la résistance électrique du platine en fonction de la température en degrés C. Et on voit bien qu'une variation est linéaire. En anglais, on parle généralement de sonde RTD pour Resistance Temperature Detector. Le deuxième type de thermomètre est le thermocouple type S. On va illustrer par exemple le thermomètre ou bien le thermocouple platine-rhodium, le platine étant l'élément chimique ayant un numéro atomique Z égale à 78 et le rhodium c'est l'élément chimique ayant Z égale à 45. Ce type de thermocouple, il permet des mesures de 650 à 1100 degrés Celsius. Et donc, en général, un thermocouple est un montage exploitant l'effet Seebeck pour la détermination de la température. Schématiquement, cet effet est schématisé sur cette figure de droite. Alors, qu'est-ce qui se passe? Rappelons l'effet Seebeck brièvement. Lorsque deux métaux sont utilisés pour former une boucle ouverte, pas de courant circulant dans les fils, ici il y a le métal colorié en vert et le deuxième métal colorié en mauve. Qu'est-ce qui se passe? Un potentiel électrique peut être généré entre les deux bornes non reliées de la boucle s'il existe un gradient de température dans la boucle. Ça veut dire s'il existe une différence de température dans la boucle. Et on peut ainsi mesurer la température en mesurant tout simplement le potentiel électrique généré. Et ce potentiel généré, il est lié justement à la différence de température entre les deux milieux, la soudure chaude et la soudure froide. Le troisième type de thermomètre est le pyromètre infrarouge, qui permet de mesurer des grandes températures. Il est basé sur le principe suivant. En fait, le pyromètre infrarouge, il détecte la radiation infrarouge émise par l'objet en question dont on veut mesurer la température. Vous savez que tout objet au-dessus
de zéro absolu émet des rayonnements ou bien des radiations infrarouges. Alors l'avantage de ce type de pyromètre ou bien de ce type de thermomètre, c'est qu'il permet de mesurer la température à distance, contrairement aux autres types de thermomètres comme les thermocouples par exemple. La vidéo numéro 6 s'achève ici. Je vous donne donc rendez-vous dans la prochaine vidéo numéro 7 où nous présenterons les coefficients thermoélastiques et nous définirons également le gaz parfait. Merci.